Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur comment faire évoluer votre stratégie de gouvernance de données. Je suis Camille Guégan, responsable de compte au sein du groupe NEOS. Avant de commencer, je voulais vous préciser quelques détails. Nous organisons à la fin de la présentation une séance de questions-réponses qui sera diffusée en direct. Donc, vous avez sur la droite de votre écran la possibilité d'écrire tout au fur et à mesure de la présentation toutes vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Si toutefois nous ne pouvons pas toutes les aborder, à la fin, nous pourrons y répondre individuellement un petit peu plus tard. Il est important de noter que cette présentation est enregistrée et que du coup, le support qui est diffusé ainsi que l'enregistrement vous sera remis un petit peu plus tard par email dans les jours à venir. Dans ce webinaire, c'est Gabriel Guimond-Prévost qui va animer la présentation. Il va partager avec vous les fondations pour la mise en place d'une gouvernance de données. Donc, par où commencer? Quelles sont les bonnes pratiques afin de mettre en place ce cadre d'une manière optimale au sein de votre compagnie? Gabriel, il est architecte de solutions au sein du groupe NEOS. Il est passionné de données et possède plus de 10 ans d'expérience en intelligence d'affaires et en sciences de données. Gabriel, il supporte les clients de NEOS dans la stratégie et dans les décisions quant à l'utilisation de leurs données, notamment dans le cadre de leur gouvernance. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Donc je vous souhaite un bon webinaire à tous. Je te remercie beaucoup pour l'introduction, Camille. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire « Comment faire évoluer votre stratégie de gouvernance de données ». Aujourd'hui, bien entendu, on va vous parler de gouvernance de données, un sujet sur lequel vous travaillez sûrement dessus sans nécessairement vous en rendre compte. Donc, aujourd'hui, vraiment, le but du webinaire, c'est d'améliorer vos connaissances sur le sujet, d'être capable de vous évaluer aussi dans le niveau de maturité où votre entreprise est rendue, et aussi vraiment vous donner des pistes et des idées pour améliorer et faire évoluer votre stratégie au fur et à mesure. Donc, de façon plus détaillée, on va couvrir dans toute la durée de ce webinaire-là, on va vous parler d'une définition de la gouvernance de données, la définition qu'on va utiliser pendant le cadre du webinaire. Ensuite, on va vous indiquer pourquoi la gouvernance de données est importante, pourquoi vous devriez y placer des ressources, y placer du temps et de l'argent, et aussi dans le contexte actuel, dans le contexte où on est aujourd'hui, pourquoi c'est aussi important. Aussi, on va utiliser un modèle de maturité pour évaluer la stratégie de gouvernance de données. Donc, excusez-moi. Donc, pourquoi on utilise un modèle? C'est pour vous expliquer petit à petit comment faire évoluer votre stratégie de gouvernance de données. Puis aussi pour ne pas vous lancer tout d'un coup, puis vous permettre de vous évaluer aussi où vous êtes rendu en tant qu'entreprise. Pour chaque niveau, on va parler du fameux People, Process and Technology. Puis aussi, parlant de technologie, à la fin, on a une section dédiée vraiment à l'aspect outils et technologies que vous allez pouvoir utiliser dans le cadre de votre stratégie de gouvernance de données. Puis le but, c'est vraiment de vous présenter juste quelques exemples et non pas une liste exhaustive de tout ce qui existe. Puis finalement, comme Camille vous l'a indiqué, on va passer à la période de questions vers la fin. Tout d'abord, on va commencer avec une bonne définition, on va commencer avec des bonnes fondations. Je vous invite vraiment franchement à fouiller le web, faire gouvernance de données, définition. Vous allez trouver énormément de choses, vous allez trouver beaucoup de différentes définitions. Nous, chez Groupe NEOS, on aime beaucoup la simplicité. Donc, voici pour nous ce que c'est la gouvernance de données pendant le reste de ce webinaire-là. Donc, la gouvernance de données, c'est vraiment un ensemble de pratiques et de principes qui assurent la qualité de l'entièreté du cycle de vie de la donnée. Le point important qui est à retenir ici, c'est que dans la gouvernance, on ne veut pas seulement améliorer la qualité de la donnée, on veut améliorer tout son cycle de vie. Donc, ce n'est pas vraiment juste la donnée qu'on va améliorer, mais tout ce qu'il y a autour. Parlant de ce qu'il y a autour, on peut parler de tout ce qui est sécurité et audit de la donnée. Donc, on peut penser au fameux principe de least privilege, donc de donner seulement les accès aux données pour ce que les gens ont vraiment besoin. On peut parler aussi de catégorisation de la donnée, donc si c'est une donnée sensible, confidentielle ou personnelle. Et bien entendu, on va parler de la fameuse qualité de la donnée. Vous avez seulement 3 exemples ici, je vous en donne seulement 3, mais vous allez en découvrir plusieurs autres pendant la présentation.
Maintenant qu'on en connaît davantage sur la gouvernance de données, on va regarder pourquoi on devrait y porter attention, puis pourquoi on devrait y allouer plus de ressources pour l'améliorer. Donc, premièrement, pourquoi elle est importante, c'est que je suis certain que vous le savez déjà tous, mais aujourd'hui, les entreprises produisent une quantité et une variété de données totalement spectaculaires. Tout le monde parle de big data, tout le monde dit que les données, c'est le sujet et l'aspect hot du moment. Donc, vous n'êtes pas sans le savoir, vous êtes presque tous des spécialistes au niveau de la donnée, vous savez déjà ça. L'aspect que j'aimerais pointer aussi, c'est l'aspect de variété. Donc, on travaille de plus en plus, pas seulement avec des données qui vont en ligne et en colonne, mais des données très variées. Donc, on parle de données non structurées, on parle de vidéos, de sons, de différents types de fichiers aussi. Donc, on a aussi une très grande variété à ce niveau-là. La deuxième raison pour que la gouvernance de données est importante aujourd'hui, c'est avec toutes les données qui sont collectées, les gens qui ont créé cette donnée-là, vous, moi, nos différents appareils à la maison, on veut s'assurer que ces données-là soient sécuritaires, soient bien gérées par les entreprises. Donc dans les dernières années, les gouvernements ont mis en place plusieurs règles, plusieurs lois, plusieurs règlements pour aider aux protections des données. On peut penser par exemple à la protection des données personnelles, PIPEDA ou GDPR. Puis on peut penser aussi à toutes les lois sur la certification des données, que ce soit la certification des données plus au niveau financier, bien entendu. Donc, on parle de SOX, de la loi C-198 et d'autres lois et règles aussi. Finalement, pourquoi la gouvernance de données est importante aujourd'hui, c'est que l'entreprise, vous voulez utiliser aussi ces données-là. Pas seulement pour respecter les différentes lois et règlements, mais les utiliser, les transformer en informations utiles pour vraiment capitaliser leur valeur, que ce soit pour votre prise de décision ou pour autre chose. On va en parler un peu plus loin. Aussi, ce qui est important dans l'interprétation et dans l'utilisation de la donnée, c'est qu'aujourd'hui, on veut vraiment comprendre la donnée de bout en bout. Donc, d'où elle vient, comment elle a été transformée, comment elle est utilisée. On veut vraiment être capable de la comprendre. Ce principe-là est assez important et très, très, très important en gouvernance de données et s'appelle Data Lineage. Je vais utiliser des fois le terme traçabilité de la donnée aussi en français. Puis vous allez voir, on va en reparler un peu plus tard durant le webinaire. Donc, maintenant que vous êtes convaincu que vous avez besoin d'une stratégie de gouvernance de données, vous savez maintenant que c'est important. Voici le cadre qu'on va utiliser tout au long de la présentation pour vous illustrer les différents volets de la gouvernance de données. Donc, le modèle de maturité que vous voyez devant vous, le graphique que vous voyez devant vous, c'est le modèle de maturité de gouvernance de données qui est fourni par Gartner. Donc, on voit qu'il y a 6 étapes de gauche à droite dans le graphique, puis qu'il y a aussi une courbe à l'intérieur de ce graphique-là. Donc, bien entendu, plus on est haut, plus on est mature dans notre stratégie de gouvernance de données. Puis, le point que j'aimerais ajouter aussi, c'est que vous allez voir que pour certaines étapes, la courbe a une pente beaucoup plus grande. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des étapes où vous allez gagner davantage en maturité que d'autres. Donc, il y a des étapes qui sont beaucoup plus critiques à l'intérieur du modèle. Aussi, ce modèle-là, ce n'est pas nécessairement un chemin à suivre. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez arrêter à l'étape qui est la plus appropriée pour votre entreprise aussi. C'est tout à fait possible que ça soit lié à vos objectifs ou tout simplement à vos ressources. Aussi, quand on va expliquer les différents niveaux, ça se peut que votre entreprise se retrouve dans 2, 3 ou même 4 niveaux. C'est tout à fait possible parce qu'il ne faut vraiment pas voir le modèle de maturité comme une boîte, mais vraiment plus le voir comme une façon de s'améliorer puis de se mesurer. Maintenant, on va commencer à vous expliquer chacune de ces 6 étapes-là. On va commencer à l'étape 0, donc qui est vraiment un niveau d'ignorance au niveau de la gouvernance de données. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a très peu de processus. Il y a très peu de processus de gouvernance de données en place dans l'organisation. Par contre, il y a une personne souvent qui va commencer l'initiative, qui veut convaincre les autres personnes qu'on devrait changer les choses puis d'adopter une stratégie. Une chose qui est excessivement importante quand on veut démarrer une stratégie de gouvernance de données, c'est d'y allouer des objectifs. Donc, c'est important de savoir pourquoi on veut lancer notre stratégie de gouvernance de données. Pourquoi?
Ça va vraiment nous permettre de plus facilement la vendre aux exécutifs. Puis, c'est très, très, très important pour la suite des choses. Donc, voici quelques exemples que vous pouvez utiliser comme objectif. C'est important aussi de, pas nécessairement utiliser ces 3 objectifs-là, mais vraiment de le faire cadrer avec votre environnement, puis avec quoi, puis si vous pouvez les faire, les aligner avec vos objectifs d'entreprise, c'est encore mieux. Ça va être encore plus facile à vendre. Donc, premier objectif, c'est la conformité aux normes légales, donc ceux qu'on a parlé tout à l'heure au niveau de confidentialité et de sécurité de la donnée. Je suis sûr ici qu'il n'y a personne qui veut voir son entreprise soit payer des amendes ou se retrouver dans le front page du journal parce qu'on a eu un leak au niveau de la donnée ou qu'on a eu des événements de sécurité à ce niveau-là. Deuxième objectif que vous voulez pouvoir utiliser, c'est l'utilisation des données pour la prise de décision. Donc là, on rentre vraiment dans le domaine analytique ou BI. Donc, on veut vraiment utiliser la donnée pour améliorer la prise de décision dans l'entreprise. L'élément clé à l'intérieur de tout ça, c'est qu'on veut améliorer le niveau de confiance de la donnée. On veut que les gens aient confiance quand ils vont l'utiliser au day-to-day pour leurs décisions. Donc, votre qualité de données doit être très bonne. Et je peux vous le dire par expérience, il n'y a rien de pire que faire un beau rapport, un beau dashboard qui répond aux besoins des clients, que les clients aiment. Si les clients ne croient pas aux données qu'il y a dans votre rapport ou dans votre dashboard, ça ne sera pas très utilisé. Ça va perdre en vélocité très, très, très rapidement. Au final, ce qui est intéressant, je vous parlais de BI et d'analytique tantôt. Si vous avez déjà une stratégie BI et analytique dans votre organisation, c'est intéressant de les faire monter en maturité ensemble parce que les deux vont se nourrir. Donc, si vous augmentez le niveau de maturité de votre gouvernance de données, eh bien, vous augmentez aussi le niveau de maturité de votre stratégie BI ou votre stratégie analytique. Finalement, on peut vouloir aussi améliorer l'efficacité opérationnelle de l'organisation. Donc, tantôt, on utilisait les données pour la prise de décision. Ici, on l'utilise tout simplement pour faire rouler l'organisation, pour la faire fonctionner au day-to-day. Donc, si vous avez par exemple, une chaîne logistique, bien, vous pouvez utiliser vos données pour automatiser vos achats de matières premières ou de faire de la maintenance préventive sur vos équipements. Encore une fois, je me répète, il y en a seulement 3 ici. C'est important d'aligner vos objectifs à votre organisation. Au niveau là, si je reviens au niveau 0, au niveau de support à la gouvernance, des différents types d'outils à cette étape-là, il y en a vraiment très peu. Les sources de données sont documentées vraiment localement, puis on partage très peu les données entre les personnes et les projets. Maintenant, on va passer au niveau 1. Donc, on a une certaine conscience d'entreprise que la gouvernance de données est importante, puis on veut se donner les moyens pour y remédier. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que le support exécutif est encore un peu difficile. Donc là, c'est important de prendre notre objectif qu'on a mis en place à l'étape 0, de s'en servir pour vendre, pour vendre notre stratégie aux exécutifs, d'obtenir des ressources, puis du soutien. C'est à ce niveau-là aussi qu'on peut voir davantage des problèmes liés à la qualité de la donnée. C'est là justement ce niveau de conscience-là qui s'ouvre, puis là, on commence à remarquer ces événements-là. Donc, si je peux vous donner un exemple, disons qu'on a un meeting de vente puis qu'on veut travailler sur notre stratégie pour le prochain trimestre. Eh bien, on a 2 personnes qui arrivent dans cette rencontre-là avec 2 chiffres totalement différents au niveau des ventes pour le dernier trimestre. Donc, plutôt que de parler au niveau plus stratégique de qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain trimestre, eh bien, on passe le 3/4 du meeting à se demander lequel des 2 a raison dans les chiffres qui ont été apportés. Donc, une bonne stratégie de gouvernance de données va beaucoup limiter ce genre d'événement-là dans votre organisation. C'est à cette étape-là qu'on commence à se créer un business case, à bâtir notre stratégie. Toujours, encore une fois, je me répète, lié à nos objectifs dans notre étape 0. Dans votre business case, vous pouvez rajouter des bénéfices que votre organisation va bénéficier grâce à une bonne stratégie de gouvernance de données. En voici quelques exemples. Donc, une bonne stratégie de gouvernance de données va vous permettre de mieux comprendre vos données, mieux les utiliser, puis vraiment les capitaliser à leur plein potentiel. L'autre bénéfice, c'est l'amélioration de la qualité de la donnée. Donc, vraiment pour empêcher les scénarios qu'on a parlé tout à l'heure. Aussi, ça va faciliter la gestion de la donnée pour les gens qui la manipulent au day-to-day. Un que j'apprécie particulièrement, c'est que ça responsabilise les gens qui sont propriétaires de la donnée.
Pourquoi j'aime particulièrement celui-là, c'est que souvent en entreprise, on va donner cette responsabilité-là au TI, donc au département informatique, au département de technologie de l'information. Pourquoi? Parce que c'est eux qui la gèrent, puis c'est eux qui s'en occupent, c'est eux qui ont mis les pratiques à l'intérieur. Mais souvent, ce n'est pas TI ni qui l'utilise au final, ou ni qui l'a créé. Donc, ce qu'une bonne gouvernance de données va vous permettre, c'est d'établir des rôles et des responsabilités claires au niveau de la donnée. On va y revenir dans les prochains niveaux. Puis aussi, un autre bénéfice que ça va vous donner, c'est la documentation puis les tests au niveau du contrôle des accès. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Ça améliore vraiment votre sécurité. À cette étape-là, au niveau du support à la gouvernance, au niveau des outils, on commence tranquillement à partager un peu plus nos informations, mais au niveau de la mise à jour de ces données-là, c'est toujours irrégulier. On va passer maintenant au niveau 2, qui est le niveau réactif. Donc, on commence tranquillement à bouger puis à exécuter notre stratégie. À ce niveau-là, nos stakeholders comprennent vraiment très bien les bénéfices de la gouvernance de données. On a maintenant des ressources et du soutien pour commencer à améliorer notre maturité. On commence tranquillement à mettre quelques pratiques en place. Donc, on peut penser à la découverte de données, à la cartographie, à faire un inventaire de toutes les sources de données qu'on utilise dans l'organisation. Ça, c'est vraiment pratique, autant pour le onboarding d'une nouvelle personne que je suis certain que vous vous êtes déjà demandé ça dans votre organisation. Sont où les données clients déjà? Il faut que tu mélanges tel système et tout ça. Fait que c'est souvent des connaissances qui sont dans les mains de quelques personnes. Donc, la cartographie vous permet vraiment de publiciser ces connaissances-là. Ensuite, à un niveau plus technique, on peut vouloir faire un inventaire de nos données et de nos métadonnées. Dans le fond, nos métadonnées, c'est les données sur les données. On peut retrouver des métadonnées techniques. Donc, ça va être la documentation de nos tables, de nos champs, de nos types de données, savoir si on a des transformations sur les données. Puis aussi, on en a au niveau business. Donc, c'est quoi la définition de la donnée? C'est quoi l'utilisation? On a plusieurs données peut-être moins techniques, mais beaucoup plus utilisées dans les différents départements. Par contre, ce niveau-là reste quand même très réactif. Donc, un des désavantages, c'est que quand on est en période de stress, on revient assez rapidement à nos anciennes habitudes. L'exemple que je peux vous donner, c'est on a une mise en production, puis comme ça arrive très souvent, on a un problème. Donc, on a un des développeurs dans notre équipe qui a trouvé comment résoudre ce problème-là. Donc, on lui donne accès en administrateur sur la base de données. Par contre, on oublie de lui enlever après qu'il ait fixé le problème. Donc, vous voyez, on commence à avoir des bonnes pratiques. Nos développeurs n'ont pas nécessairement accès aux bases de données en production, mais quand ça va moins bien, on oublie d'enlever ces accès-là administrateurs qu'on avait placés de façon temporaire. Donc, à cette étape-là aussi, on commence à partager davantage l'information entre les projets et les individus. Puis ça se reflète sur les outils qu'on va utiliser. Donc, on peut commencer à utiliser des Excel sur des shared drives, des wikis, des choses comme ça, des outils qui sont vraiment plus partageables facilement. Puis on peut commencer à faire certains rapports maison là, sur nos métadonnées, par exemple. Donc, d'avoir plus de visibilité à ce niveau-là. On va maintenant passer au niveau 3. Donc, le niveau 3 qui est le niveau proactif, qui est une phase très, très, très importante dans votre stratégie de gouvernance de données. Donc, la gouvernance de données est vraiment prise au sérieux dans votre organisation, puis vous commencez à avoir des bénéfices tranquillement. Un premier bénéfice qu'on voit, c'est le risque opérationnel qui est minimisé. Ce qu'on veut dire par risque opérationnel, c'est par exemple, on va maintenant répondre aux différentes lois et règlements au niveau de pas de la gouvernance de données, mais au niveau GDPR, là, les différents exemples que j'ai donnés au niveau de la confidentialité de la donnée, par exemple. On va réussir à réduire ce risque-là grâce à certaines pratiques que vous voyez à l'écran. Par exemple, on va commencer à évaluer notre qualité de données. Donc, on va avoir des rapports, on va avoir des indicateurs de performance qui vont nous aider à vraiment évaluer et quantifier la qualité de la donnée qu'on donne à nos utilisateurs. Ce qu'on peut faire aussi, c'est inspecter nos transformations, les agrégations qu'on apporte aux données. Puis ça, ce que ça nous permet de faire, c'est vraiment d'être capable de définir les indicateurs de performance. Donc, l'exemple de meeting que je vous donnais tout à l'heure, maintenant, c'est quoi une vente? C'est quoi une vente pour le dernier trimestre? C'est clair pour tout le monde. Tout le monde connaît la définition. Donc, on ne parle pas seulement au niveau technique, mais on parle au niveau business aussi. L'entreprise comprend que le KPI qu'on présente dans ce rapport-là, on sait exactement c'est quoi la définition.
finalement, on va commencer à faire des audits au niveau de nos accès puis de nos accès aux données. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est commencer à lancer des alertes là, si certains seuils sont dépassés au niveau des accès. Ça va nous permettre de résoudre l'exemple que je vous donnais au niveau 2, là, on a oublié d'enlever des accès administrateurs. Vu qu'on fait des audits, on va être capable de se mesurer à ce niveau-là. Au niveau 3 aussi, la gouvernance de données fait vraiment partie de vos projets. Ce que ça veut dire, c'est que dès que votre projet est lancé, les activités de gouvernance de données vont vraiment être des livrables dans votre projet. Donc, au niveau, par exemple, de la documentation des sources, au niveau de la sécurité de vos données, ça ne sera pas un afterthought à la fin de votre projet. C'est vrai, on travaille avec des données confidentielles, ça nous prend telle ou telle chose. Ça va être pensé pendant la planification du projet. Finalement, c'est à une étape aussi qu'on commence à avoir des rôles et des responsabilités qui sont formalisés. Parlant justement de rôle et de responsabilité, voici celles qui sont importantes à retenir justement au niveau 3. Avant de vous les expliquer, c'est assez rare que quelqu'un va se donner le titre de Data Steward. Dans la majorité des entreprises, c'est beaucoup plus une responsabilité qu'un rôle. Encore là, ça dépend vraiment de la grandeur, de la grosseur de votre entreprise, mais je parle peut-être dans des plus petites entreprises. Donc, au niveau des rôles maintenant, des rôles et des responsabilités, le premier, c'est le Data Steward, le responsable des données. Cette personne-là va vraiment être responsable de la qualité et de la définition de la donnée. C'est important que ces personnes-là soient assignées vraiment à leur domaine d'affaires qu'ils connaissent bien. Donc, des subject matter experts qui vont pouvoir nous aider à bien définir la donnée, d'établir sa qualité et tout ça. Donc, c'est vraiment un joueur très important au niveau de la gouvernance. Un rôle qu'on entend un peu moins parler aussi, c'est le dépositaire de données ou le data custodian. Dans le reste de la présentation, je vais plus utiliser les termes anglais d'ailleurs. Cette personne-là est vraiment responsable du transport, du stockage, puis de l'implémentation des règles d'affaires sur vos données. Donc, finalement, c'est tout simplement toute personne qui opère puis qui gère les données au quotidien dans votre entreprise. Ça peut être vos développeurs, vos analystes, vos administrateurs de bases de données, vos architectes. Et il ne faut pas oublier aussi les consultants qui vont avoir les mêmes responsabilités dans votre entreprise aussi. On va passer maintenant au niveau 4, au niveau gérer. Donc, à ce niveau-là, en tant qu'entreprise, on veut vraiment poursuivre sur le bon travail qu'on a fait dans les 4 étapes subséquentes, donc de 0 à 3. C'est vraiment pour cette raison-là qu'il faut vraiment voir la gouvernance de données comme un processus et non pas un projet. Il faut vraiment, en tant qu'entreprise, qu'on cherche toujours à améliorer notre gouvernance de données. Pour l'améliorer, on va vouloir se mesurer pour vraiment trouver les points positifs et négatifs que notre stratégie apporte à l'entreprise. Ce qu'on peut avoir comme façon de se mesurer, c'est avoir des ententes au niveau de service ou des SLA, des Service Level Agreement, au niveau de notre qualité de données. Au niveau 3, on se rappelle qu'on commençait à le mesurer. Ici, on va promettre ou on va donner une mesure. Par exemple, la qualité de données va être bonne à 95%, par exemple. Donc, on va vraiment avoir un objectif à atteindre. On ne fera pas juste la mesurer. Aussi, on peut vouloir utiliser le data lineage là, pour vraiment être clair au niveau des indicateurs de performance qu'on utilise dans l'entreprise. Donc, de quelle source la donnée vient à la base, comment elle est transformée, est-ce qu'elle a été mixée avec une autre source? Donc, on réutilise encore une fois ce qu'on a fait au niveau de la cartographie de données. Puis on l'utilise jusqu'au bout, jusqu'à temps que la donnée soit utilisée. C'est aussi à ce niveau-là qu'on a un nouveau rôle ou une nouvelle responsabilité qui est le comité de gouvernance des données. Donc, ce comité-là va avoir la responsabilité de l'évolution de la stratégie de gouvernance de données, de donner les volets principaux, les volets où la gouvernance va s'en aller par la suite. C'est des gens qui vont se rencontrer là, de façon très périodique pour discuter des différents enjeux. Ce que je trouve intéressant à ce niveau-là, c'est que c'est bien d'avoir des gens qui ont des profils très hétérogènes. Donc, oui, c'est important d'avoir une personne qui est au niveau exécutif pour donner du poids et de la validité au conseil. Mais aussi, il ne faut pas oublier nos data stewards et nos data custodians qui vont nous donner vraiment une visibilité sur les problèmes qu'on a. Puis, encore une fois, d'avoir cette mentalité-là d'amélioration continue.
Maintenant, on passe au niveau 5, on est vraiment au summum, on est vraiment au niveau le plus élevé possible. Avec la gouvernance de données, on a vraiment atteint nos buts en tant qu'entreprise. Pourquoi on voulait mettre en place notre stratégie de gouvernance de données? Les données pour notre entreprise, c'est un avantage compétitif. On utilise les pratiques qu'on a mises en place pour faire des benchmarks, pour se comparer à nos différents compétiteurs, puis aussi aux leaders en termes de gouvernance de données. Puis, il faut vraiment toujours que cette entreprise-là pense amélioration continue. Il faut vraiment éviter la complaisance puis l'immobilité. Il ne faut vraiment pas que l'entreprise oublie les bonnes pratiques qu'elle a mises en place. C'est vraiment ce qu'on appelle une entreprise data-driven qui croit en ses données puis qui a une politique sérieuse pour la gestion et l'utilisation de ces données-là. Vous avez vu qu'au durant les dernières phases, je vous ai peu parlé de technologie puis d'outils. Comme je vous ai expliqué au début, on voulait vraiment une portion où on allait vraiment plus vous parler de ça. Donc, ce qui est important aussi de garder en tête pour la portion de technologie et outils, c'est que ce n'est pas seulement ça qui fait le travail, ça vous prend aussi les processus, les gens, les rôles, les responsabilités qu'on a parlé avant. L'outil, la technologie ne viendra pas régler tous vos problèmes. Donc, il y a différentes catégories d'outils qu'on va vous présenter, des outils natifs, donc qui sont fournis avec votre fournisseur cloud. Pendant les prochaines slides, on va vous parler principalement de Amazon, Google et Microsoft. On a aussi des outils tiers, donc des third party finalement, qui proviennent d'une autre entreprise et qui se connectent directement à vos outils existants. Pour les outils, on va vraiment se pointer vers plusieurs fonctionnalités. Donc, on va venir vous parler de découverte, de catalogage de données, donc pour documenter vos sources pour trouver vos nouvelles sources, excusez-moi, et documenter vos sources existantes. On va parler aussi de sécurité, de surveillance, donc d'audit des accès, d'alerte en cas de problème. On va parler aussi de la gestion des données, métadonnées, donc pour faciliter la vie de vos data custodians, puis de vos data stewards, et le fameux traçage de données là, ou data lineage. Donc, on va commencer avec AWS, donc la plateforme Amazon Web Service. Donc, eux, au niveau de la gestion des données, des métadonnées et du catalogage puis de la découverte de données, on a le lac de données désidentifié. Ce que ça vous permet de faire, c'est que ça vous permet d'ajouter des composantes de masquage de données puis de confidentialité à même votre solution AWS. Puis aussi, ça vous permet de catégoriser vos données, par exemple, qu'elles soient personnelles, financières, confidentielles, etc. Et aussi, par-dessus tout ça, on a des algorithmes de machine learning qui sont fournis par Amazon Massey qui vous permet de découvrir ces données-là et qui vous permet de les protéger de façon, directe. Là, il va vous fournir des suggestions. Il y a beaucoup d'autres choses au niveau d'Amazon, c'était vraiment juste un survol ici. Google, lui, n'est pas en reste avec ses services de plateforme Google Cloud qui offre aussi beaucoup d'options de gouvernance de données directement liées à leur offre de produits. Donc, on a Google Data Catalog comme outil de catalogage de données. Google aime beaucoup que ces outils se ressemblent. Donc, pour les utilisateurs autres de Google, comme Gmail et Drive, la recherche dans Google Data Catalog est très facile et les tags qu'on peut ajouter à nos sources de données ressemblent à ce qu'on peut retrouver au niveau de Gmail. Google Data Catalog, c'est un outil qui se connecte sur les services Google, donc par exemple BigQuery, puis qui se connecte aussi dans certains autres services externes. On peut penser à Oracle, à Amazon Redshift ou à Tableau. Aussi, Google va offrir le Cloud Data Loss Prevention qui vous permet de classifier vos données puis de protéger les données sensibles. Donc, un peu comme le lac de données désidentifié du côté d'Amazon. Ça va faire du data masking, par exemple, sur les différentes données sensibles. Finalement, on a le Cloud Logging ou le Cloud Audit Logging qui permet d'analyser les événements en temps réel, qui nous permettent d'établir des alertes avec nos propres seuils. Ça s'intègre aussi avec d'autres providers cloud. Puis, ça nous donne accès aux données. Les données, finalement, sont envoyées vers Google BigQuery. Donc, ça nous permet des analyses historiques de nos audits de données, finalement. Finalement, on va passer à Microsoft et sa plateforme Azure. Donc, au niveau du catalogage de données, on retrouve vraiment le produit phare de Microsoft au niveau de la gouvernance de données qui s'appelle Azure Data Catalog, qui offre la découverte de données, la documentation de ces données-là
Et aussi, ça permet aux data custodians de s'y connecter facilement. Là, ça nous donne le connection string pour les différentes sources de données. Aussi, il y a Power BI qui offre un catalogage de données intéressant avec les Certified Datasets. Ce que c'est que ça vous permet, en tant qu'entreprise, de certifier certaines sources de données qui sont utilisées dans vos rapports. Ça va être visible autant pour ceux qui consultent les rapports que ceux qui en créent. Donc, des exemples que j'ai vus dans des entreprises, c'est par exemple sur, vous créez un dataset financier, puis vous basez vos dashboards financiers de PNL, par exemple, sur ces datasets certifiés-là. Au niveau sécurité, Microsoft a vraiment plusieurs produits intéressants. Le Role Level Security qui est disponible dans SQL Server et Power BI. Juste faire un petit point aussi sur SQL Server. Quand je parle de SQL Server, c'est autant les versions on-prem plus récentes ou les versions sur Azure aussi. Donc, au niveau du Role Level Security, j'aime beaucoup l'expliquer en gardant Power BI en tête. Donc, pensez que vous avez un rapport de vente par région et que chaque vendeur est assigné à une région. Donc, vous faites seulement un rapport et quand chaque vendeur se connecte, il voit seulement sa région. Du côté sécurité, on a aussi le masquage de données avec SQL Server. Donc, en arrière, ça va conserver votre donnée brute, mais pour ceux qui visualisent la donnée, ça va par exemple seulement montrer les 4 derniers chiffres d'une carte de crédit. Aussi, on a le fameux Azure Active Directory au niveau de votre gestion d'accès de groupe. Puis, ça nous donne accès, par exemple, au Multi-Factor Authentication. Excusez. Et Azure Active Directory va vraiment se permettre d'être le centre d'authentification sur tous les produits Azure. Donc, ça vous donne cette sécurité-là. Puis, on a aussi le Azure Security Center qui ressemble un peu à ce qu'Amazon et Google font. Donc, qui utilise le AI pour détecter des problèmes de vulnérabilité. On peut utiliser aussi Azure Monitor pour monitorer nos applications, notre infrastructure. Log Analytics pour analyser ces logs-là de façon historique. Finalement, au niveau de la sécurité, on a Data Loss Prevention, qui est un système très intéressant de gestion des politiques dans votre Microsoft Exchange, donc au niveau de vos courriels, des pièces jointes qui sont envoyées. Donc, ça permet vraiment d'analyser l'information qui est échangée, la protéger en cas de brèche, ça peut même empêcher un courriel d'être envoyé, vous allez être notifié et tout ça, puis et de les signaler, donc avec une alerte. Il y a des templates disponibles pour certaines politiques où vous pouvez créer les vôtres. Au niveau de la gestion des données, c'est encore Azure Data Catalog qui permet à plusieurs personnes de contribuer à la documentation de la source de données. Donc, autant le Data Steward que le Data Custodian peuvent documenter la source. Finalement, au niveau du traçage, on a un outil qui est intéressant côté de Power BI qui nous offre du Data Lineage. Donc, ça permet tout simplement de partir d'un rapport, déterminer quelles sources sont utilisées dans ce rapport-là, ou de faire l'inverse, de partir d'une source de données, puis de savoir dans lequel de vos rapports ou dashboards sont utilisés. Donc, avec un petit outil comme Power BI, on a quand même deux aspects qui sont couverts très intéressants au niveau de la gouvernance de données, que ce soit au niveau des Certified Datasets ou du Data Lineage. On va terminer la partie des technologies avec les outils tiers, donc les third party. C'est des outils qui sont intéressants dans un environnement hybride. Donc, soit que vous avez un environnement qui est sur le cloud et on-prem en même temps, ou que vous utilisez plusieurs fournisseurs au niveau du cloud. Le but ici, ce n'est pas de faire la liste de tous les outils, c'est de vous en donner quelques-uns puis de vous donner leurs points de vente, leurs points de vente principaux. On va commencer avec Doc Express de SentryOne, qui cadre très bien dans un environnement qui est Microsoft. Puis, qui est très bon aussi en documentation de gouvernance de données, de documentation de base de données. C'est un outil qui est vraiment plus axé sur les data custodians que pour les data steward, par exemple. On a Oval Edge. Sa grande force, c'est un data catalogue qui est utilisable par tous, qui est très facile à utiliser. Puis aussi, on a différentes options au niveau du traçage de la donnée. On a aussi TrueDat. Son grand différenciateur, lui, c'est le open source. Donc, c'est hautement personnalisable, puis ça permet d'être intégré à d'autres outils open source. Finalement, on a Collibra. Lui, c'est vraiment une plateforme intégrée
c'est pas mal l'outil qui est le plus poussé là, sur la liste qu'on voit là. Lui, il a vraiment une plateforme intégrée en termes de traçage, de catalogue. Il offre même des statistiques sur vos politiques de confidentialité de données, d'audit d'accès et tout ça. Je vous invite vraiment à fouiller. Il y a vraiment différents outils qui vont vraiment être bons sur différents besoins. Allez voir, il y en existe vraiment beaucoup d'autres. En conclusion, ce qu'il faut retenir des dernières minutes, c'est que si vous voulez bien faire évoluer votre stratégie de gouvernance de données, vous devez absolument travailler avec les hauts dirigeants de votre entreprise, avec les exécutifs, pour leur montrer les bénéfices de la gouvernance de données. Toujours lier vos objectifs de gouvernance de données aux objectifs globaux de votre organisation. Ça va vraiment vous permettre d'obtenir leur soutien de façon beaucoup plus facile. Puis gardez toujours ces objectifs-là en tête, autant pour continuer à avoir du soutien que pour les... Puis n'ayez pas peur aussi de les modifier en cours de route. On sait que les objectifs d'une entreprise peuvent varier. Donc, c'est très important d'être flexible et agile à ce niveau-là. Finalement, n'oubliez pas de viser vraiment l'amélioration continue. La gouvernance de données, ce n'est pas un projet, c'est un processus. Donc, il faut vraiment viser l'amélioration continue. Puis, n'hésitez pas à utiliser les petites victoires ou ce qu'on pourrait appeler des low-hanging fruit. Ça va vous donner du gaz là, dans les premiers niveaux de maturité pour être capable de montrer rapidement les bénéfices et la valeur que peut apporter une bonne stratégie de gouvernance de données. Si vous êtes curieux, on a rajouté des liens externes là, si vous voulez aller plus loin. Puis n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin dans votre stratégie de gouvernance de données, si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. On va vous aider. Je vous remercie beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Maintenant, c'est à notre tour de vous écouter. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. C'est ça. Merci. Est-ce que tu m'entends bien? Très bien, Camille. Eh bien, c'est parfait. Écoute, nous avons une question, nous avons plusieurs questions, nous en avons 3. Ils vont tout de suite arriver. Donc, la première, c'est Renaud qui nous la pose et il nous demande: instaurer une gouvernance de données implique d'aligner beaucoup de parties prenantes de différents départements qui utilisent tous leur propre processus. Même avec un support exécutif, la gestion de changement peut être difficile. Avez-vous des conseils? Vers la fin, là, on parlait souvent de petites victoires. Là. Tout dépendant à quel niveau vous êtes rendu, donc je vais prendre pour acquis que vous êtes vraiment au début. Donc, allez chercher le département qui a le plus d'écoute puis qui pourrait bénéficier le plus d'une bonne stratégie de gouvernance de données. Donc, les différents exemples que j'ai donnés durant la présentation, est-ce qu'il y a un département qui se bataille souvent pour savoir qui a raison dans ses chiffres? Donc, si oui, ça peut être un département qui est intéressant à targeter, à cibler pour commencer. Donc, commencer avec quelque chose de tout petit, montrer que ça fonctionne, montrer les bénéfices, puis c'est vraiment les autres départements qui vont venir vous voir pour vouloir eux aussi travailler avec vous puis améliorer la gouvernance de données dans toute l'organisation. Merci. J'espère que nous avons répondu à votre question, Renaud. Nous en avons une deuxième. Est-ce que la mise en place d'une stratégie de gouvernance de données se réalise plus facilement sur le cloud ou on-premise? C'est une très bonne question. Puis justement aussi, il y a plusieurs craintes au niveau de la sécurité puis du cloud et tout ça. Mais dans les dernières années, la majorité, je vous dirais même tous les fournisseurs cloud ont ces réglementations-là en tête, puis vont offrir directement des outils à même leur plateforme pour vraiment être plus... vous permettre de gagner en confiance et tout ça. Donc, si vous êtes avec votre fournisseur cloud, vous avez déjà ces outils-là qui répondent déjà à la majorité des différentes réglementations. Donc, selon moi, aujourd'hui, c'est même encore plus facile dans le cloud parce qu'on n'est pas obligé d'acheter quelque chose d'externe, on n'est pas obligé de le plugger dans nos outils existants, mais on a déjà quelque chose qu'on sait qui va cadrer avec ce qu'on utilise. Puis en plus, justement, les fournisseurs cloud ont ces réglementations-là en tête, donc vont vous aider à les respecter. Merci. Et il y en a une dernière.
Est-ce que l'on peut établir une stratégie de gouvernance de manière simultanée avec les pratiques courantes de développement ou d'analyse BI? Je trouve que cette question-là ressemble un peu à la première. Donc, c'est un peu la question entre est-ce qu'on commence par mettre de l'awareness au niveau exécutif ou on commence à exécuter finalement. Donc, je pense que c'est toujours important qu'on ait un soutien exécutif. On ne peut pas partir comme ça sans avoir de soutien, sans avoir de ressources, mais on est quand même capable d'établir puis de montrer de la valeur plus on va avancer. Puis la clé, c'est quand dans nos projets BI, dans nos projets analytiques, on va être capable de mettre tout de suite ces pratiques-là de gouvernance de données. Donc, c'est à peu près, là, si je vous situe là, au niveau 3, où on a vu que dans nos projets, la gouvernance de données est intégrée. Donc, on peut quand même faire les deux, mais il ne faut vraiment pas oublier d'avoir notre soutien exécutif. Nous en avons une autre. Est-ce que les entreprises ayant un niveau de maturité élevé en gouvernance de données en viennent à avoir un département en gouvernance de données avec une direction et des ressources dédiées? Oui, ça peut exister. On a vu justement au niveau 4 que lorsqu'on commence à avoir un comité, lorsqu'on commence à avoir des gens qui sont vraiment dédiés, donc j'avais donné l'exemple justement là, dans la partie de rôle et responsabilité, il y en a qui peuvent avoir un titre de data steward et tout ça, donc ça peut exister dans les organisations. Puis, j'écoutais une conférence très intéressante dernièrement qui nous parlait du rôle du Chief Data Officer dans les organisations. Donc, si vous avez ce genre de poste-là dans votre organisation, c'est clair que la gouvernance de la donnée est excessivement importante parce que dans vos postes plus exécutifs, vous avez vraiment quelqu'un qui parle de données à tous les jours, qui mange de la donnée. Par contre, ce qu'il faut toujours se rappeler, puis que j'avais bien aimé dans cette conférence-là, c'est que ce rôle-là est un rôle business et non pas un rôle TI. Donc, ça nous ramène au point là, que le ownership de la donnée doit, à moins que la donnée soit utilisée par votre département informatique, là, que ça doit vraiment être la business qui prend ce ownership-là. Merci. Nous avons Ben qui pose la question. Est-ce que nous avons des exemples d'indicateurs de performance de gouvernance de données qu'il faut fondamentalement utiliser, que ce soit au niveau de la sécurité ou de la qualité de données? C'est une bonne question. Je pense vraiment que ça va toujours varier, encore une fois, selon vos objectifs puis votre environnement, mais des mesures qu'on peut se donner puis qu'on peut voir aussi dans différents fournisseurs cloud, c'est est-ce qu'il y a des gens externes qui tentent d'accéder soit à votre réseau, à vos bases de données, qui tentent de faire je ne veux pas être trop technique, du SQL injection ou qui tentent tout simplement de faire une authentification au niveau de vos systèmes ou de vos bases de données. Il y a plusieurs métriques qu'on peut utiliser comme ça. Puis en termes de qualité de données, on peut utiliser une espèce de pourcentage. Donc, à quel niveau de confiance, un peu comme ce qu'on peut voir quand on voit un sondage là, sur Internet ou dans les journaux, de savoir à quel niveau de confiance vous avez envers vos données. Donc, on peut avoir certains indicateurs comme ceux-là. Merci. Alors, nous avons Roberto qui pose la question. Pour bâtir une bonne équipe de gouvernance des données, avons-nous besoin de combien de personnes? C'est difficile à répondre, ça dépend vraiment de votre grosseur, d'où vous êtes rendu. C'est une initiative souvent qui commence de façon individuelle, mais après ça, il faut l'agrandir, faut agrandir ça selon vos besoins, puis selon les ressources que votre entreprise est prête à mettre. Là, je ne serais pas prête à mettre un chiffre, là, ça dépend vraiment ça dépend de vos ressources, de vos objectifs, de ce que vous voulez atteindre comme but. Là. Eh bien, merci. Pour le moment, Gabrielle, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, si toutefois, on peut rentrer plus en détail par rapport aux questions que vous avez ou que vous avez posées, on pourra avoir un échange
plus intime, je vais dire, ou en tous les cas en privé, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous remercie à tous de vous être inscrits et d'avoir participé au webinaire. J'espère qu'il a été à la hauteur de vos attentes et je rappelle que nous allons repartager avec vous. Je vais même moi-même prendre le soin de vous repartager l'enregistrement ainsi que la présentation qui a été diffusée. Puis merci Gabriel pour le contenu que tu nous as donné. Merci Camille, puis merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Au revoir.